Bonjour, aujourd'hui donc nous allons évoquer la bataille d'Ipsos, donc qui s'est déroulée en 301 avant notre ère et qui est considérée comme la plus grande bataille de l'époque des Diadoques et également une des plus grandes batailles de l'époque hellénistique avec la bataille de Raphia. Hein, on est là en 217 avant notre ère. Donc c'est une bataille donc qui a lieu en Anatolie, donc on est là en Phrygie, Turquie actuelle, et elle oppose une coalition donc de Lysimaque, Séleucos et Cassandre contre Antigone et Démétrios, sachant que Ptolémée n'a pas su ou n'a pas voulu joindre ses forces, car il aurait été averti d'une fausse victoire d'Antigone, ce qui aurait servi de prétexte à ne pas intervenir. Mais enfin voilà, on peut considérer que Ptolémée avait une attitude prudente. Donc officiellement, il fait partie de la coalition, mais il n'y aura pas de troupes lagides durant cette bataille, sachant que Cassandre aussi va envoyer des troupes, hein. Donc le roi de Macédoine, on y reviendra. Alors on peut dire d'emblée, donc vu les effectifs en jeu, l'importance stratégique de cette bataille, que voilà, donc c'est la plus grande bataille de l'histoire des Diadoques, mais c'est aussi la plus grande bataille d'éléphants de guerre de l'histoire occidentale. Donc on peut aussi le noter. Alors je vais aller relativement vite sur le contexte, hein, parce que c'est des choses qu'on a vues et revues dans les différentes vidéos que certains ont peut-être eu le loisir de regarder. Donc en 304, il y a une nouvelle coalition donc qui réunit Ptolémée, Séleucos, Cassandre et Lysimaque, donc contre Antigone, qui a pour second son fils Démétrios Poliorcète, sachant qu'à cette date-là, hein, tous les diadoques ont pris le titre royal. Et Antigone possède en fait une armée très nombreuse, très expérimentée, hein, il est quand même en conflit depuis quasiment 20 ans. Et il a de forts contingents de mercenaires, hein, du fait qu'il contrôle de nombreux trésors, une flotte de guerre aussi importante. Et donc il est nécessaire, hein, pour ses rivaux de faire l'injonction. Et c'est ce qui va être réussi, hein, c'est-à-dire que les troupes de Lysimaque, donc le roi de Thrace, vont réussir à joindre leurs forces aux troupes de Séleucos, donc roi de Babylonie. Sachant donc que Cassandre parvient à envoyer des troupes, hein, qui sont commandées par l'un de ses frères d'ailleurs, hein, qui s'appelle Plétarchos. Donc la bataille a lieu près du village d'Ipsos. Hein, on est là au cœur de la Phrygie, qui est d'ailleurs l'ancienne satrapie d'Antigone, hein, donc qui est à l'époque territoire antigonide, hein. Voilà, alors on ne connaît pas l'emplacement exact, mais vu que les auteurs ne spécifient pas voilà, d'incidence liée au relief, on peut supposer qu'il s'agit d'une plaine. Alors, Plutarque fournit des détails, hein, sur le déroulement de cette bataille, des précisions quand même assez intéressantes, pour une fois, on pourrait dire, parce que d'habitude Plutarque s'intéresse moins aux faits militaires que d'autres auteurs comme Diodore ou Arrien, parce qu'en fait, il s'inspire de l'histoire des diadoques de Hieronymus de Cardia, donc qui est un contemporain des événements, qui a été d'abord collaborateur d'Eumène de Cardia, puis ensuite d'Antigone, et on est quasiment sûr, hein, quand Hieronymus a participé à la bataille, hein, donc du côté des Antigonides. Donc soit les effectifs, le déroulement, etc., sont précis, sont fiables. Alors à voir aussi qu'on a quelques fragments de Diodore de Sicile dans le livre 21, donc parce que c'est un livre voilà, qui est réduit à l'état de fragments, et globalement, le récit de Diodore colle à celui de Plutarque. Donc là, pour le coup, hein, je ne l'ai pas dit, mais enfin voilà, c'est la vie de Démétrios, hein, donc le fils d'Antigone, hein, donc l'ouvrage en question de Plutarque. Alors, faut voir déjà que les effectifs sont vraiment considérables. Déjà, voilà, ils sont même plus importants que l'effectif de l'armée macédonienne hein, du temps d'Alexandre. Donc du côté antigonide, on a 70 000 fantassins, donc on pense au moins avec 40 000 phalangites, le reste d'infanterie
légères, donc soit des peltastes, soit des tirailleurs, archers, javeliniers, etc. Donc 70 000 fantassins, enfin c'est énorme, hein, c'est quasiment 2 fois plus que voilà, je vous dis que l'armée macédonienne du temps d'Alexandre. On a également 10 000 cavaliers. Alors on a voilà des cavaliers armés à la macédonienne, hein, on va des compagnons, mais aussi donc des cavaliers asiatiques, syriens, mésopotamiens. On a également du côté antigonide 75 éléphants de guerre. Alors du côté de la force coalisée, donc Lysimaque, Séleucos et les troupes envoyées par Cassandre, on a 64 000 fantassins, 10 500 cavaliers, et là, pour le coup, 120 chars à faux, donc c'est des chars, on pourrait dire, de type perse, hein, donc voilà, qui ont été amenés par Séleucos. Alors j'avais déjà évoqué, parce que souvent on voit l'erreur, hein, parce qu'on me dit des seated en anglais seated chariot, donc seated ça veut dire char à faux, et sauf que parfois c'est malencontreusement traduit en char seat, hein, on traduit littéralement. Sauf que ça n'a rien à voir avec les sites, hein, d'ailleurs les sites n'utilisaient pas de char, mais plutôt la cavalerie. Donc c'est bien des chars à faux et non pas des chars sites comme on peut le voir trop souvent. Alors à voir aussi bien sûr que dans l'armée décoalisée, il y a 400 éléphants de guerre. Donc on sait que Séleucos avait reçu vers 305 un énorme contingent d'éléphants lors d'un traité de paix qui avait été signé avec l'Indien, donc la dynastie Maurya, Chandragupta. Alors en cours de route, voilà, il y a 100 éléphants qui disparaissent. Mais enfin voilà, c'est une force considérable, hein. Imaginez 400 éléphants de guerre, et on verra, ben, ils seront décisifs dans la victoire des coalisés. Alors pour la petite histoire, hein, selon Plutarque, Antigone a fait un rêve la veille de la bataille, et voilà, il rêve d'Alexandre qui lui enjoint de combattre pour Zeus, hein. Voilà, enfin ça reste anecdotique. Alors passons maintenant au déroulement de la bataille. Alors ce qui pose problème, et là ça va être le cas, on va dire, dans toutes les batailles des diadoques et de l'époque hellénistique, c'est que c'est des forces équivalentes en termes d'équipement ou en termes d'effectifs. Donc en termes stratégiques, c'est parfois un petit peu compliqué de prendre le dessus, parce que voilà, c'est une espèce de bataille en miroir. Alors les dialogues sont assez conservateurs, hein, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser la tactique chère à Philippe et à Alexandre, c'est-à-dire de l'attaque par la cavalerie lourde. Alors là, pour le coup, la cavalerie lourde d'Antigonide est commandée par Démétrios en personne, et elle fait face en miroir à la cavalerie lourde donc de la coalition, emmenée par Antiochos, donc le fils de Séleucos. Euh, donc on va dire les phalanges sont équivalentes. On voit aussi que le long de la phalange sont disposées des troupes d'éléphants avec des tirailleurs, donc javeliniers, archers. Mais, et ce qui sera décisif, Séleucos va laisser en réserve des centaines d'éléphants à l'arrière, donc en arrière de la ligne de l'infanterie. Tandis que voilà, sur le flanc gauche antigonide ou droit, hein, des coalisés, on a la cavalerie légère, sachant que du côté de la coalition, on a donc des archers euh, à cheval, hein, donc des troupes qui, voilà, des Scythes ou parfois des Asiatiques, voilà, voilà, des archers à chevaux. Alors on voit quand même par rapport à l'armée d'Alexandre, il y a des armes nouvelles, hein, donc les éléphants de guerre utilisés en masse, des chars à faux, mais voilà, il y a un équilibre tactique, on va dire, qui saute aux yeux. On voit, voilà, les deux dispositifs sont quasiment équivalents, mais on fait l'exception, bien sûr, du corps en réserve des éléphants, donc qui sont commandés d'ailleurs par Séleucos lui-même. Donc d'ailleurs, pour revenir au commandement, Lysimaque commande en personne la phalange, tandis que Antigone, lui, hein, donc entouré de ses gardes du corps, commande en personne également la phalange. Alors, la bataille commence donc par des escarmouches d'infanterie légère, donc les tirailleurs, mais aussi des combats d'éléphants. Et d'ailleurs, Diodore écrit que les éléphants combattent aussi farouchement des deux côtés, donc il y a une espèce de match nul du côté des éléphants.
Et pour le coup, là, on est donc sur le flanc droit donc des Antigonides, hein. Démétrios lance l'assaut de sa cavalerie lourde, qui en fait va défaire la cavalerie lourde emmenée par Antiochos, donc le fils de Séleucos, qui est mis en déroute. Et là, bah, comme souvent d'ailleurs dans les armées hellénistiques, plutôt que de capitaliser, on va dire, sur cette déroute, les chevaux, enfin la cavalerie Démétrios se lance dans une poursuite, parce que voilà, c'est très compliqué pour les cavaliers de contrôler parfois leurs chevaux et la poursuite. Et donc au lieu de se rabattre directement sur la phalange, Démétrios continue sa poursuite et va se lancer voilà, loin du champ de bataille. Alors, on peut faire une toute petite parenthèse, mais on retrouvera le même problème aussi un siècle plus tard du côté de l'armée séleucide avec Antiochos III, notamment contre les Romains plusieurs fois. Il va remporter brillamment le combat de cavalerie sur les flancs, mais ne va pas avoir l'intelligence tactique, enfin voilà la possibilité de se rabattre immédiatement sur les flancs de l'adversaire, hein, comme a pu le faire d'ailleurs en son temps Alexandre, hein, qui lui a évidemment donné les grandes victoires contre les Perses. Et donc là, ben, Séleucos a le temps, en fait, on le voit ici, de poster en fait sur le flanc ses éléphants, ce qui va interdire en fait à Démétrios tout retour sur les arrières de la phalange. Donc on va dire, voilà, Démétrios est mis hors jeu malgré sa victoire sur la cavalerie d'Antiochos. Alors ensuite, les deux phalanges se font face et entrent en combat. Et là, on pourrait dire que voilà, des combats très très farouches, des combats vraiment sanglants. Hein, c'est vraiment là pour le coup deux armées équivalentes en force, en courage, en équipement. Ça s'avère un carnage, hein. Les deux phalanges s'annihilent, on va dire. Et dans le même temps, la cavalerie légère, donc asiatique, hein, notamment les archers à cheval, met en déroute la cavalerie légère antigonide et va pouvoir ensuite se rabattre d'ailleurs vers les flancs de la phalange antigonide. Et là, bah, on est, hein, enfin, ça va amener la défaite en antigonide, hein. Antigone, en fait, est donc au centre de sa phalange, il commande en personne sa phalange, et il est percé de plusieurs traits de javelot et meurt bravement au milieu de ses troupes, hein, ce qui lance évidemment le signal de départ pour la déroute, hein. Et donc là, bah, les troupes antigonides abandonnent le terrain, laissent la victoire aux coalisés. Démétrios, lui, parvient à fuir avec 4000 cavaliers et 5000 fantassins. Et d'ailleurs, hein, il conservera ensuite, on verra, des places fortes, hein, et il continuera la bataille et la guerre, hein, contre la coalition. Il parviendra même d'ailleurs plus tard à devenir roi de Macédoine. Et donc, bah, pour faire un petit bilan rapide, hein, à l'issue de cette victoire, hein, donc la coalition récupère l'ensemble des territoires antigonides. Ptolémée établit sa domination sur la Coë et les Syries, ce qui va donner de nombreux conflits d'ailleurs avec les Séleucides, hein, les guerres de Syrie. Cassandre, lui, maintient sa présence évidemment en Macédoine et en Grèce. Lysimaque annexe une grande partie de l'Anatolie jusqu'au Taurus. Et Séleucos, qui est le grand vainqueur, on va dire, tant du point de vue, enfin, je veux dire, sur la bataille que d'un point de vue politique, hein, et il s'empare de la partie orientale de l'Asie mineure et surtout de la Syrie, hein, qui deviendra, on pourrait dire, le cœur de l'empire séleucide. Donc voilà pour cette grande bataille, la bataille d'Ipsos, qui est considérée comme la bataille la plus importante de l'histoire hellénistique. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.